Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Poursuivre sa passion jusqu'à en faire son métier est souvent un rêve secret, où l'excellence est le fil conducteur malgré les doutes qui peuvent surgir. Dans de nombreuses disciplines artistiques, cette quête témoigne de l'ardeur et de l'engagement des artisans. La danse incarne pleinement cette dynamique, se révélant comme un triptyque harmonieux alliant sport, esthétique et art. Quelles sont les conditions qu'implique la poursuite d'un rêve ? Comment naviguer entre ses incertitudes et sa détermination ? De quelle façon prendre soin d'un corps soumis à des exigences extrêmes ? Notre invité d'aujourd'hui est une vedette de la nouvelle génération des étoiles de l'Opéra de Paris. Dans un premier ouvrage intitulé sobrement « Danser », publié aux éditions Artaud en 2021, il nous convie à un voyage mêlant expérience personnelle et leçons universelles. Ensemble, explorons la rigueur d'un métier, le plaisir d'une passion et interrogeons-nous sur notre rapport au corps. Bonjour Hugo et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Tu te sens bien ? Ouais, ça va, et toi ? Ouais, super. Alors, tu reviens tout juste de Tokyo, 2 semaines, c'est ça ? Ouais, c'était il y a 2 semaines. On est rentré de Tokyo il y a 2 semaines maintenant, ouais. C'est un peu une notion, je pense, c'est important pour toi, le Japon. C'est là où tu étais nommé danseur étoile en 2017. Ouais, le Japon, c'est un endroit particulier. Pour moi, c'est un endroit d'amour et de haine aussi. C'est un endroit qui m'a fait vibrer et en même temps qui m'a enfermé, puisque j'ai été nommé danseur étoile à Tokyo en 2017, effectivement, à 23 ans. Mais c'est aussi un endroit où j'ai attrapé le Covid et où j'ai été confiné pendant 9 jours dans un hôtel sanitaire pendant les JO à Tokyo. Donc c'était l'horreur, avec personne qui parlait anglais, avec la notion d'être vraiment dans une prison. C'est un endroit où à la fois il y a eu des grands moments de bonheur et des grands moments d'angoisse. Et puis c'est très particulier d'être au Japon. On est souvent à Tokyo et c'est vraiment lost in translation, quoi. On est vraiment en décalage avec cette civilisation, mais c'est vraiment particulier. Ouais. Et c'est un public qui est friand pour le coup de l'Opéra de Paris et de ses spectacles et derrière de ses danseurs et danseuses étoiles ? Je pense que la culture japonaise, ils ont une culture un peu plus fanatique que la nôtre. Donc ils ont des fans qui sont assez présents et touchants. Et effectivement, je pense que le public japonais adore la culture française, qui est représentée aussi par le ballet de l'Opéra de Paris et par la danse classique et le style français que l'on apporte quand on vient faire des tournées à Tokyo ou au Japon. Et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir être accueillis vraiment à bras ouverts par les producteurs et puis aussi par tous ces fans qui nous suivent et qui nous attendent pendant des heures devant le théâtre, qui veulent des signatures, des photos. On a l'impression d'être un peu des stars de je sais pas, comme Michael Jackson, quoi. De Hollywood. Alors que à Paris, on est incognito, quoi. Donc c'est vraiment marrant, il y a vraiment un décalage. Tu trouves qu'il y a une vraie séparation entre le fan club, entre guillemets, français et japonais, quoi. Ah ouais, grave. Ouais, c'est pas comparable du tout. Au Japon, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils sont très contents qu'on vienne de si loin, en fait. Ils doivent être touchés aussi qu'on revienne très régulièrement. Et d'ailleurs, je vais au Japon 1 fois par an, voire 2 fois par an. Donc en fait, c'est depuis plus de 10 ans. Super. Donc voilà, c'est vraiment le rendez-vous annuel l'été au Japon. Ouais. Alors nous, aujourd'hui, on t'accueille pour ce livre qui est sorti en 2021. Ouais, ça commence à faire, hein. 3 ans. Déjà, c'est un bel anniversaire, 3 ans.
Et ce livre, tu l'as écrit en collaboration avec Caroline de Bodina, qui est, elle, journaliste et auteure spécialisée dans l'écriture de portraits. Et tu dis dans ton livre que tu as souhaité une co-autrice non experte du milieu de la danse. C'était essentiel pour que le lecteur puisse s'identifier aussi à son propre rêve. Quel était ton souhait derrière ça ? C'est-à-dire que ce projet, on me l'a proposé quand j'avais 24 ans. J'ai eu 30 ans cette année. Donc en fait, on m'a proposé ce projet très tôt. On m'a proposé de parler du métier de danseur, de mon parcours, à un âge où finalement on découvre un peu notre métier et où on est en train d'expérimenter les premières grandes émotions. Donc j'étais un peu étonné, même gêné, que les éditions me proposent ça. Donc j'y ai réfléchi à 2 fois et puis je me suis dit, en fait, si je dois le faire, c'est aussi pour avoir une forme d'ouvrage qui va rassurer des jeunes qui sont en train de faire cette formation. Moi, j'aurais adoré lire un livre de quelqu'un qui sortait à peine de formation, d'avoir une génération pas si lointaine de la mienne qui parle des problématiques que je suis en train de vivre. Et aussi pour rassurer les parents, pour qu'ils puissent laisser leurs enfants partir, parce que c'est aussi compliqué pour les parents de laisser un enfant partir à l'internat, à l'école de danse, ou même s'il n'est pas interne, d'aller découvrir l'apprentissage de la danse dans une école aussi rigoureuse et forte que celle de l'Opéra de Paris. Donc voilà, c'était aussi une manière de partager, démocratiser mon art qui est encore trop niche à mon goût, le populariser dans le bon sens du terme. Et j'avais effectivement envie de le faire avec Caroline de Bodina, qui a écrit ce livre. On a eu en fait des entretiens pendant 2 ans. Pendant 2 ans et demi, on a eu des entretiens réguliers toutes les semaines, où en fait j'ai raconté ma vie de fond en comble à Caroline, et j'avais besoin d'être en confiance parce que ça a été un travail presque, je dirais pas psychanalytique, mais en tout cas d'analyse assez intéressant. Et j'ai dit des choses à Caroline que j'ai sans doute dites à personne d'autre. Donc j'avais besoin d'être avec quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. Et puis, effectivement, j'aimais aussi l'idée qu'elles ne connaissent pas la danse, puisque l'idée, c'était pas de parler à des danseurs ou que à des danseurs, mais aussi de parler à un public qui ne connaissait pas la danse et donc qui allait pouvoir juste découvrir ce milieu et l'appréhender de la manière la plus simple. Donc, si on commençait à parler de pattes bourrées et de tours en l'air, ça allait gaver la moitié des gens qui lisaient le bouquin. Donc, on avait envie de parler de thématiques et de sujets, en fait, qui sont plus larges que la danse, qui sont le désir, la passion, l'exigence, le fait de se lancer dans une aventure sans savoir où l'on va et de le faire jeune, puisqu'en fait c'est ça l'apprentissage de la danse, on commence très jeune et on ne sait pas trop où on va. Donc voilà, c'était aussi aborder des thématiques plus larges pour que ça puisse être intéressant et peut-être, je l'espère, inspirant pour d'autres jeunes qui ont des parcours assez engagés déjà jeunes. Ouais, et puis je trouve que même si c'est pas dans des projets artistiques, ça peut être dans des projets créatifs et ça peut être même dans des projets professionnels ou personnels. Bien sûr. Parce que je trouve que tu viens du coup étayer aussi un peu le parcours de cette quête du rêve. Tu vois, et ça c'est assez intéressant. Et à ce sujet, malgré parfois des rencontres un peu compliquées, notamment une prof très jeune qui peut mettre des bâtons dans les roues avec des propos parfois critiques ou décourageants, si jamais il y a des jeunes qui entendent ce genre de propos aujourd'hui, comment éviter de ne pas être découragé? Comment ne pas s'éloigner de son rêve? Comment s'accrocher un peu? Alors déjà, c'est bête de dire, et j'ai eu que 30 ans, donc je me sens super jeune, et en même temps, je sens qu'il y a déjà un décalage avec la génération plus jeune que moi. Il y a des choses qu'on disait il y a 10 ans qu'on dit plus du tout aujourd'hui, et tant mieux. Donc je pense qu'il y a déjà une évolution qui se met en place, pas partout, mais en tout cas dans un certain milieu. La clé, et je le redis, je le dis partout, dès que je parle un peu de mon métier ou que je parle du livre ou des projets qu'on fait à l'Opéra de Paris, c'est le désir. Donc, c'est à quel point on aime ce que l'on fait et à quel point, en fait, si on aime suffisamment quelque chose, il n'y a aucune raison qu'on soit démotivé en fait par quelqu'un ou par un événement. Il y a des moments de doute, des moments de douleur aussi, de souffrance, ça c'est évident et ça fait partie du parcours. Mais je pense que si ce désir il est suffisamment puissant, en fait, tout le monde peut nous mettre des bâtons dans les roues, on peut continuer de rouler, en fait. Mais alors il y a ce désir et parfois tu parles du plaisir qui lui apparaît, disparaît de temps en temps, qui n'est pas forcément tout le temps présent, notamment quand les moments de doute ou de souffrance peuvent être un peu intenses. Comment on essaye de reconvoquer un peu ce plaisir au désir? C'est une question intéressante. Le plaisir, il n'est pas immédiat du tout. Surtout que la danse classique, c'est un art un petit peu compliqué, un peu laborieux à apprendre. Ça met du temps avant que ça ressemble à quelque chose et avant qu'on se sente libre. Parce que c'est quand même un carcan, cette technique de danse classique.
Elle demande un corps qui se modèle sur plusieurs années. On prend pas du plaisir tout de suite à être danseur classique. C'est quelque chose que l'on sent venir, on sait que c'est pas très loin, mais se sentir libre dans une technique de danse classique, ça prend du temps. Et la liberté, je l'assimile au plaisir. Puisque aujourd'hui, utiliser son corps de manière libre, ce qui arrive de temps en temps, c'est ça le plus grand plaisir. C'est de se sentir presque au-dessus de notre condition humain, en fait. On a l'impression tout à coup qu'on devient un super-héros ou qu'on a des capacités décuplées, qu'on fait des choses que personne d'autre ne peut faire et qui nous permettent de nous exprimer ou d'exprimer des états et des émotions qui sont au plus profond de nous et qui ne sortent que de cette manière-là. Le plaisir, il n'est pas présent tous les jours, malheureusement. Le plaisir, il va et vient. C'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas et quand on l'attrape, il peut justifier des mois de travail sans plaisir. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui fait qu'on lâche pas sans ce plaisir ? Du coup, ça reste ce désir ou c'est qu'on sait qu'il va revenir et on l'attend ? Alors, j'exagère peut-être un petit peu parce qu'il n'y a jamais des mois sans plaisir. Ce qui est très intéressant en tant que danseur, c'est d'arriver tous les matins face à soi-même dans un studio de danse et de faire le point avec soi. C'est-à-dire comment je me sens, comment mon corps va, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui et comment il va répondre à un échauffement et à un éveil. Ça peut être un premier plaisir, déjà. Même si ça fait mal, même si tout à coup, en fait, le corps nous donne des informations qui sont des informations de douleur ou de souffrance ou de gêne, de pas confortable et qu'on aimerait faire autre chose ou qu'on aimerait se reposer. Déjà, faire face à juste prendre le temps de s'interroger, ça peut être quelque chose de très plaisant. Le plaisir, on le trouve un petit peu partout si on arrive à le voir. Il y a des jours, on arrive à le voir et il y a des jours, on n'arrive pas trop à le voir. Je suis de nature plutôt pessimiste, malheureusement. Mais je travaille pour changer. Qu'est-ce qu'on travaille sur quoi quand on veut changer, faire la bascule du pessimisme vers l'optimisme ? Du lâcher prise. Je trouve. Je pense que l'école de danse et ma personnalité, ma génétique. Font de moi quelqu'un de très perfectionniste et qui veut tout le temps aller chercher plus de qualité, plus d'authenticité. Et ça devient un défaut, un vrai défaut, puisqu'on ne peut pas tout le temps pousser le corps. Donc il faut réussir à jongler entre ce désir profond d'aller toujours plus loin dans cette recherche pour être encore plus libre, sans jamais franchir la ligne de la blessure et du trop-plein émotionnel ou mental. Et donc, en fait, c'est toujours être sur un fil, mais c'est comme les sportifs de haut niveau. On est toujours sur le fil pour progresser. À quel point on doit pousser et à quel point il faut se reposer et à quel point on doit gérer tout ça. En fait, c'est du calcul, c'est des sensations, c'est encore une fois, je disais, interroger son corps, s'interroger pour savoir... qu'est-ce qu'on peut donner aujourd'hui ? Oui, tu dis dans le bouquin, tu ressens des gênes, des douleurs presque tous les 2 jours, mais qu'il y en a qui sont gérables et d'autres qui méritent plus d'attention. Comment tu veilles à prendre soin de ton corps en dehors peut-être des exercices plus classiques auxquels on peut penser quand on pense danse classique ? Est-ce que tu as des petits rituels, est-ce que tu as des manières du coup d'être dans le soin ? Ouais, ma vie c'est du soin tout le temps en fait. Ok. Ouais. C'est ça qui est un peu... Je pense que c'est la partie de mon travail que je déteste et qui rend la chose lourde et qui sera sans doute très agréable quand ça s'arrêtera. C'est vraiment la pratique de la danse dégrade le corps et donc il faut essayer de le réparer en fait. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois mon travail aujourd'hui. Peut-être que je le verrai différemment, mais c'est vrai que quand on travaille, forcément, on va forcer un petit peu. Même si on essaie de pas forcer sur le corps, mais en tout cas utiliser son corps pour arriver à une certaine technique ou des pas de deux, des variations, etc. Et donc ça forcément, ça travaille les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations. Et derrière, il faut faire de la récupération. Donc en fait, je passe au moins 2-3 fois par semaine au kiné, à faire des allers-retours dans tout Paris, parce que les kinés sont pas aux mêmes endroits, l'ostéopathe, et puis le soir en rentrant, c'est mettre de l'argile sur les chevilles et les genoux quand on a mal,
prendre un anti-inflammatoire si on sent qu'on a un jour de repos et qu'on a des inflammations et qu'il faut gérer. Enfin, voilà, en fait, c'est tout un calcul, en fait. Puis là, vous me posez la question dans une période où je suis vraiment dans ce genre de délire, qui n'est pas un bon délire, sûr, clairement. Il y a des périodes plus simples, en fait, où on danse des choses moins traumatisantes pour le corps, qui nous permettent, en fait, de gérer, et le corps se rétablit un peu tout seul. Et puis il y a des périodes comme en ce moment où moi je suis en train de préparer Don Quichotte pour l'Opéra Bastille en avril, et qui sont en fait des moments où en fait le corps est vraiment mis à rude épreuve, et donc en fait il y a une maintenance générale un peu à toutes les semaines à mettre en place. Et tu as des pratiques sportives typiquement autres qui peuvent être le yoga, le pilate ou des massages, ou est-ce que c'est recommandé, ou c'est chacun ses sensibilités? Chacun gère un peu comme il veut. Certains de mes collègues me diront sans doute « Oh là là, il exagère », comme d'habitude, mais ouais, c'est comme ça que je le vis en fait. Il y a des collègues à moi qui vivent les choses de manière beaucoup plus sereine, et je les envie parce que j'aimerais arriver à cette sérénité-là, et qui ont peut-être des corps qui se sont habitués à tout ça sans avoir besoin de maintenance. Moi, je sens que mon corps a besoin de soins en fait pour se sentir bien et pour essayer de tenir sur la longueur. La pratique d'un sport en dehors de la danse, pas du tout, parce que en fait, mon corps il est déjà épuisé, quoi. Donc, j'ai pas du tout envie de faire du sport en dehors de la danse. Sauf si c'est une balade en montagne, ou qu'il y a un rapport à la nature, ou un rapport au partage, à l'évasion. Mais si c'est pour me mettre dans une salle de sport pour rester en forme, non, ça je le fais déjà à l'opéra parce qu'on fait de la préparation physique. Oui. Et puis après, des massages, oui, ça c'est clair qu'on se fait tripoter toute la semaine pour essayer de récupérer. En fait, c'est toujours cette notion de pousser le corps pour aller un peu plus loin, pour essayer de le faire progresser, qu'on ait cette liberté et qu'on puisse en profiter un maximum sur scène derrière. Et puis une fois qu'on l'a poussé, il faut le réparer un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a toute une équipe, si je me trompe pas, tu me dis, mais pluridisciplinaire, un peu au sens kiné, ostéo à l'opéra. Oui, alors à l'opéra maintenant, il y a eu tout un aménagement pour avoir un médecin. Une docteure sportive, spécialisée pour les sportifs et les danseurs, en l'occurrence, qui est là toute la semaine. On a des préparateurs physiques, on a des kinés, des ostéopathes, on a vraiment une équipe qui est présente. Alors moi, je me fais un peu soigner à l'opéra, mais je me fais surtout soigner à l'extérieur aussi, parce que j'ai mes habitudes avec un thérapeute, et puis parce que ça fait du bien de partir un peu, de sortir un peu de la maison, parce qu'on y passe beaucoup de temps comme... Ouais. C'est notre famille. Et tu en as une qui a été, pour revenir un petit peu en arrière, qui a été très soutenante. Dans ton livre, tu en parles, des parents soutenants qui t'ont jamais bloqué dans cette quête, et un frère aussi, assez présent. C'est toujours une famille que tu convoques pour le soutien, ou pas trop? Est-ce que c'est plus aujourd'hui une famille amicale qui vient peut-être remplacer ce soutien que tu avais à l'époque de tes parents? C'est différent aujourd'hui. Les enjeux sont pas les mêmes. Et puis j'ai grandi quand même. Je veux dire, j'ai 30 ans. Tu as coupé le cordon. Je veux dire, j'ai 30 ans, je suis un adulte. Mes parents étaient extrêmement présents, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Évidemment, quand j'étais un adolescent et que j'étais un tout jeune adulte pour rentrer à l'Opéra de Paris. Une fois que je suis rentré à l'Opéra de Paris, j'étais indépendant. À 17 ans, j'avais mon contrat signé avec l'Opéra de Paris. J'avais mon premier appartement, un premier salaire. Je me suis retrouvé, ça m'a fait tout bizarre quand mes parents m'ont aidé à emménager dans mon 12 mètres carrés au 6e étage sur ascenseur à Paris pour mon premier mois de travail à l'opéra en septembre 2011, septembre 2011, quand je suis rentré à l'opéra. Ça m'a fait tout bizarre quand mes parents m'ont laissé, effectivement. Mais ça, ça fait bizarre à tous les jeunes qui finalement commencent à goûter à l'indépendance. Après, c'est vrai que 17 ans, avoir son propre salaire, de tout gérer soi, en fait, c'était assez étonnant. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps que j'étais très indépendant matériellement, financièrement, que je savais me gérer, je savais gérer un emploi du temps, je savais gérer des finances, je savais organiser ma vie. Un accélérateur, un peu quand même, du coup. Ouais, mais aussi que j'étais très dépendant émotionnellement et affectivement de mes parents, encore à un âge où finalement on commence un peu à prendre de la distance parce que la vie a fait qu'on était sevrés. Mais comme moi je suis parti à 13 ans de ma maison, de mon cocon, pour arriver à l'école de danse de l'opéra, qui n'est pas si tôt, parce qu'il y a des enfants qui partent beaucoup plus tôt que ça, je pense que j'ai mis plus de temps que ça à couper le cordon. Donc en fait, c'est plutôt arrivé en fin de vingtaine. Elle est assez brutale, la rupture. Pour le coup, c'est un peu du jour au lendemain, alors qu'à 17 ans, d'habitude, on la choisit plus. Ces moments d'absence, on les choisit plus. Les moments de distance, on les installe petit à petit. Je trouve là, c'est un peu... c'était un peu abrupt. En même temps, c'était un choix, mais pris en totale conscience. C'est-à-dire, quand j'ai intégré
l'école de danse de l'Opéra de Paris. Quand j'ai passé l'audition et qu'on m'a dit que j'étais pris pour rentrer à l'école, ça a été un espèce de saut dans le vide. C'était assez angoissant et en même temps, j'étais très excité. C'était une nouvelle vie qui commençait. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais quand mes parents m'ont accompagné à l'école de danse de l'Opéra de Paris le jour de la rentrée à l'école et que tout à coup, il y a eu le moment où ils devaient partir, c'est moi qui leur ai dit, bon, maintenant il est l'heure, vous allez prendre la voiture, vous allez rentrer à Nantes, j'ai choisi d'être là, je suis très content de ce choix, il faut me faire confiance et voilà, vous me laissez. Voilà. Et donc c'était tout en sobriété et en pudeur parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait des espèces de diffusion d'émotions parce que ça aurait été trop compliqué à gérer. Donc mes parents sont partis. Le barrage aurait lâché peut-être. Ils m'ont quand même dit quelques années plus tard qu'ils avaient bien pleuré dans la voiture du retour. Mais bon, moi c'était mon choix, quoi. Bien sûr. Et dans ce choix, il y avait forcément derrière plein de choses très concrètes qui allaient t'attendre et des choses un peu surprenantes. Tu as découvert la patience et on apprend que c'est l'une des qualités premières en tant que jeune danseur à l'Opéra de Paris. Et tu expliques que vous êtes en fait des remplaçants qui doivent attendre au début qui doivent apprendre chaque rôle sur le bout des doigts et qui n'interviennent qu'en cas de blessure. Alors moi, du coup, j'avais un peu cette question. Comment tu gères l'anticipation versus l'excitation qui accompagne le rôle de remplaçant sans non plus souhaiter qu'un collègue se blesse? Je trouve comment ça se passe un peu en soi? Ouais, c'est un peu tordu, hein. Ouais. Alors moi, c'est une période que j'ai pas bien vécue parce que c'est une période qui m'a pas du tout plu. Ça m'a pas du tout plu d'être remplaçant. Ça m'a pas du tout plu de ne pas danser et de devoir attendre. Mais il faut savoir que c'est une période que tout le monde traverse et pour certains, c'est une période qui dure pour toute une carrière. Dans beaucoup de carrières, je trouve, je me permets juste ça, pas forcément dans des voies artistiques, mais même dans n'importe quelle carrière, parfois il y a des vraies phases, c'est vrai, d'attente. Et il y a des danseurs à l'opéra qui passent, leur métier, c'est d'être donc quadrille à l'Opéra de Paris, qui est le premier grade, et ils seront quadrilles jusqu'à 42 ans. Et c'est des gens qui sont extrêmement importants, qui travaillent, mais qui restent remplaçants ou qui vont avoir une place dans le corps de ballet. Mais voilà, il y a en fait aujourd'hui, à l'Opéra de Paris, tout le monde n'est pas danseur étoile. En fait, pour qu'une compagnie fonctionne, il faut des solistes, des étoiles, et il faut un corps de ballet. Et il faut que tout le monde joue son rôle, joue son propre rôle, et c'est comme ça qu'on arrive à faire fonctionner une troupe. Alors effectivement, c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui aimeraient monter plus haut, il y a des gens qui aimeraient accéder à d'autres rôles, accéder à des responsabilités. Et puis, en même temps, pour avoir ces responsabilités-là, je vois aussi le poids que ces responsabilités-là ont. C'est-à-dire qu'on rêve tous d'être danseur étoile. Et c'est génial d'être danseur étoile. J'ai beaucoup de chance et j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Mais ça coûte cher. Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte c'est dur, en fait, d'être danseur étoile. On dit c'est un rêve, etc. Oui, c'est un rêve. C'est génial. J'ai énormément de chance et c'est dur. C'est quoi les aspects les plus contraignants de cet engagement qui est requis ? C'est-à-dire que on n'est pas danseur étoile un an. Quand on est nommé danseur étoile, et moi j'ai été nommé jeune à 23 ans, je vais partir de l'Opéra de Paris à 42 ans si tout se passe bien. À 42 ans, c'est la fin de mon contrat avec l'Opéra de Paris, puisqu'on signe des contrats à durée. On a des contrats à vie finalement, mais à 42 ans, malgré tout, il y a quand même une rupture avec l'opéra parce qu'ils estiment qu'on n'est plus assez en forme. Ce qui est vrai, à 42 ans, le corps est bien abîmé. Ça dépend qui, mais... donc finalement, ça veut dire que je dois être danseur étoile pendant 19 ans, parce que j'ai été nommé à 23 ans. Tu es déjà à 7 ans, en plus. Comment ? Tu es déjà à 7 ans, en plus. Ça fait déjà 7 ans que je suis danseur étoile. Et être danseur étoile 1 an, c'est facile. Être danseur étoile 2 ans, c'est facile. Être danseur étoile 10 ans, c'est un peu plus dur. Être danseur étoile pendant 20 ans, en fait, c'est danser très bien, c'est quelque chose. Danser très bien pendant 20 ans, c'est autre chose, je pense. Tenir le coup, physiquement, psychologiquement, et faire en sorte de jamais baisser de niveau et d'être toujours dans une forme de recherche artistique et de progression. Ça, c'est difficile, je pense. Parce qu'il se passe plein de choses dans la vie. Nos désirs peuvent changer, le corps s'abîme, on a des blessures, on a des vies privées qui nous impactent professionnellement aussi. Gérer du stress et de la pression quand on sait qu'il y a 3000 personnes à l'Opéra Bastille et qu'on fait Basilio dans Don Quichotte et que pendant 3 heures on va être sur scène et que ce qu'on va vivre c'est extrêmement intense physiquement et challengeant et qu'on va arriver à bout de force à certains moments dans le ballet mais que c'est normal et que tout le monde passe par là, il faut être accroché psychologiquement pour faire face à ça. Si on est abîmé par la vie
et qu'on est dans des états psychologiques un tout petit peu fragiles, c'est très dur de faire face à ça. Et alors, comment tu l'as... Du coup, on a parlé du corps tout à l'heure. Ouais. Il y a une harmonie où, effectivement, la danse, c'est... tu le dis, c'est ce triptyque physique, sportif, esthétique et artistique. Comment on fait pour conserver l'harmonie aussi cerveau et un peu esprit? Tu vois, la partie spirituelle et psychologique, comment on en prend soin? On en prend soin comme dans n'importe quel métier où on cherche de l'exigence et finalement de la performance. À chaque fois qu'on va chercher en fait à être dans quelque chose d'élitiste, où on va toujours aller plus loin dans cette recherche artistique, technique, on va forcément mettre à rude épreuve sa tête. Donc on a besoin d'accompagnement. C'est pour ça que c'est lourd en fait ce travail, parce que en fait on pourrait avoir des vies beaucoup plus légères, où finalement on s'occupe moins de soi aussi. En fait, c'est ça qui peut être aussi un peu lourd quand on est danseur, c'est que on doit être à la fois très généreux parce qu'on doit donner sur scène et on doit se donner entièrement pour un public qui vient voir un spectacle, et en même temps on doit passer sa vie à s'occuper de soi pour pouvoir réussir à donner. Donc c'est très particulier, c'est-à-dire pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et être extrêmement généreux au moment où on doit être généreux, c'est-à-dire au moment du spectacle, il faut en amont avoir une préparation et physique et psychologique intense qui demande de se regarder le nombril 24 heures sur 24. Et je trouve ça très pénible parce que en fait, il y a des fois, on aimerait que la vie soit plus légère. Alors, c'est peut-être moi qui vis ça comme ça, à 30 ans, et je me souhaite d'évoluer et de réussir à le vivre différemment en mûrissant. Ça, c'est clair. Mais ça passe par... moi, quand j'étais plus jeune, c'était de la sophrologie, de la méditation. Et puis aujourd'hui, c'est dans un entourage de psychanalyse, psychologue. En fait, c'est vraiment des gens qui viennent nous aider, psychologues du sport. Donc après, il y a plein de démarches différentes. Il y a des démarches plus de fond, comme la psychanalyse, que je trouve moi très intéressant et qui permet, je pense, de faire des parcours sur du long terme et de réfléchir pour s'améliorer en profondeur. Ouais. Et puis après, avec un psychologue du sport qui est sur des choses beaucoup plus concrètes. Là, il y a une blessure à gérer, il y a quelque chose à gérer, psychologiquement, comment on s'en sort, quels exercices on met en place dans sa tête pour faire face à ce stress, à cette frustration aussi. Voilà, donc il y a tout ça un peu qui s'entremêle et c'est du boulot en fait. C'est du boulot en dehors du boulot. Oui, c'est André, c'est travailler pour travailler. Ouais. Mais après, il y a un truc intéressant, c'est qu'en tant qu'artiste, il y a effectivement une sorte de partage, de générosité des émotions. Je pense que la psychanalyse peut venir aussi derrière convoquer des émotions ensuite à transmettre. Ça peut être aussi un exutoire. Et c'était une question que j'avais. Pour chaque spectacle, un nouveau protagoniste, une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Quel rituel qui fonctionne pour toi tu mets en place et que tu recommanderais pour réussir à quitter ce personnage et couper entre vie professionnelle et vie personnelle? Parce que tu dis sortir perché de tes performances. Ouais. Est-ce que tu as des petits rituels? Est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes pour des gens qui aussi ont ce besoin de rompre? Alors, il y a des fois, j'ai pas besoin de rompre. Il y a des fois, j'ai envie d'en profiter, justement. J'ai envie que ça dure. Non, mais j'ai envie que ça dure. Ouais. C'est-à-dire, j'ai envie je me dis, profites-en. Là, reste planant. Reste sur là-haut, là. Ouais, c'est précieux. Profites-en un peu parce que après, on redescend, forcément. Et puis, il y a des fois, on sait que... En fait, tout est une question de timing. Encore, je trouve que c'est une question de calcul. Si on sait que, par exemple, on sort d'un spectacle et qu'on en a super profité, qu'on est heureux et qu'on a eu des émotions vraiment très, très fortes, de plaisir, de partage, et qu'on a un spectacle que dans 4 jours... on se dit, oh là là, allez, c'est bon, profite-en ce soir, reste perché, quitte à pas bien dormir, c'est pas grave. Reste dans ce bel état que tu cherches à chaque fois que tu fais un spectacle. Par contre, si je sais que j'ai spectacle dans 2 jours ou le lendemain, ce qui m'est arrivé au Japon, par exemple, quand on a dansé Manon, j'ai enchaîné 3 spectacles de Manon un jour après l'autre, sans repos entre. Finalement, ce moment où on plane, on est là, profites-en 1 heure, et puis dans 1 heure, tu redescends. Parce qu'en fait, demain, tu t'y recolles. Et si tu restes là-haut, demain, tu vas être crevé. Et en fait, ta jauge émotionnelle que tu dois à chaque fois délivrer pour raconter l'histoire de la manière la plus authentique possible, si tu n'autorises pas qu'elle remonte pendant la nuit ou le début de la journée d'après, donc c'est-à-dire de redescendre pour pouvoir remonter, en fait, tu vas pas y arriver. Donc, c'était quoi la technique pour Manon à Tokyo? Vite revenir sur des choses très primaire, terre à terre et primaire, ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est démaquillé, qu'on a signé pendant 45 minutes les autographes avec les fans,
On a pris le métro, on s'est retrouvés dans le métro de Tokyo et on a trouvé une petite cantine où on a mangé des nouilles avec ma partenaire. Et puis, on était face à la réalité de la vie à Tokyo. Et puis, de rentrer, de sentir que, j'ai un peu mal, tac, ok. Savoir qu'on est déjà en train de redescendre, de revenir sur des choses très concrètes, en fait, de nos vies. Privés aussi, de reconnecter avec ce qui fait de nous des humains lambda, en fait. Bien sûr, nos proches, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et de ne pas rester dans notre monde de danseurs ou entouré que de la danse, en fait. Ouais, c'est bien ça peut d'avoir être un peu le piège. Un contexte, un environnement riche, complexe, pour aussi derrière sortir de ce monde-là, quoi. Être accompagné, mais en dehors de ce monde, Et tout à l'heure, on parlait un peu tu disais, oui, on regarde beaucoup son nombril. Mais on se voit aussi apparemment en tant que danseur beaucoup dans le miroir, où en fait on y passe des heures apparemment devant ce miroir, que ce soit en loge, mais surtout lors des répétitions, lors de la préparation, et que c'est compliqué de se voir. Pour beaucoup, je pense que c'est un sujet très contemporain, malheureusement et heureusement, ça permet de plein de choses. Comment on apprivoise son corps, comment on arrive à tenter de l'apprécier? Ça m'a fait rire parce que pendant le confinement, les gens ont commencé à faire des zooms et des réunions à la maison et tout, et donc tout le monde se regardait dans le petit écran de l'ordinateur et tout le monde s'est trouvé horrible. À chaque fois que les gens me parlaient, ils me disaient mais je suis horrible, je suis là en réunion mais j'ai l'air de rien. En fait, pour nous, c'est clairement ce qu'on ressent, pas tous les jours, mais faire face à soi tous les jours devant le miroir, c'est vraiment un apprentissage, c'est pareil. Alors on développe, c'est encore une fois tout en contradiction, on développe un narcissisme aigu. C'est-à-dire qu'on s'analyse et on s'observe dans tous les angles. Et en même temps, et des fois on s'aime. Et il y a des jours où on arrive et on se trouve horrible, en fait. Donc c'est assez étonnant de voir à quel point émotionnellement on peut passer d'un truc où on est satisfait de ce qu'on a réussi à faire en polissant notre corps et en le travaillant d'une manière particulière. Et des fois, quand on revient de vacances et qu'on a pris 2 kilos et qu'on n'est plus entraîné, c'est normal. Et parce qu'il faut prendre 2 kilos pour pouvoir revenir et être en forme après une saison, avant une saison, on n'arrive pas à se supporter. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, d'ailleurs, j'ai travaillé sans miroir. C'est-à-dire qu'on a fait dos au miroir aujourd'hui. On a décidé de ne pas se voir. Pour se soulager ou pour être dans le corps ressentir. Okay. Parce que quand on danse face à soi, en train de danser parce qu'on se voit dans un miroir, on observe au lieu de sentir et de vivre. Donc, on a décidé aujourd'hui de plus vivre que de se voir. Donc voilà, après, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours un décalage aussi. Et ça arrive souvent en spectacle. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on a l'impression de faire. Ou entre ce qu'on vit et ce que les gens reçoivent. Et ça, c'est très particulier. Puisqu'il y a des fois, on a l'impression de vivre le truc à fond, d'être investi, de kiffer. Et en fait, les gens, à la fin du spectacle, on se rend compte qu'ils ont compris la moitié de l'histoire et que, en fait, ils n'ont pas été plus emballés que ça. Donc là, on est complètement désappointés. Et puis, il y a des fois, on a l'impression d'être passé complètement à côté d'un spectacle, de ne pas en avoir profité, c'est à moitié planté. Puis les gens nous ont trouvé jamais aussi beaux. Donc en fait, c'est toujours bizarre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se détacher. Finalement, une fois qu'on a délivré ce qu'on devait délivrer, ça ne nous appartient plus. Bien sûr, ouais. Et ça, j'aime cette pensée. On est responsable de ce qu'on fait jusqu'au moment où cette chose est faite. Une fois qu'elle est faite, on n'en est plus responsable et elle ne nous appartient plus. Et c'est ça qui est beau avec la danse, c'est que ce sont que des moments éphémères. Alors évidemment, maintenant, la danse est captée, il y a Instagram, etc. Il y a des vidéos, mais la danse se vit en direct et en vrai. Je pense que l'intelligence artificielle et le métaverse ne remplaceront jamais un ballet. Et c'est ça qui est beau, parce qu'une fois que c'est vécu, c'est fini. Et c'est très éphémère par rapport à toute la préparation en plus. C'est ça. Mais c'est ça qui est magique, en fait. Moi, c'est ça que j'adore. En fait, et je disais ça à la cantine l'autre jour à l'opéra. On fait que passer dans cette maison, à l'opéra. On n'y fait que passer. Il y a eu des gens incroyables, des immenses artistes, comme Patrick Dupont, Rudolf Nureyev. Je cite les 2 plus connus parce que ce sont des figures populaires de la danse. Les gens connaissent Patrick Dupont, Rudolf Nureyev, mais ils ont fait que passer aussi, et ils sont partis. Et dans quelques années, on les oubliera. Bien sûr. Et c'est comme ça, en fait. Et je trouve ça, il va rien rester. Des vidéos pour les aficionados, c'est les gens qui adorent les ballettomanes.
mais on n'aura pas d'étoiles dans des musées, il n'y aura pas des sculptures dans un jardin, ça va pas rester. Il n'y a pas une architecture, un bâtiment qui va rester. Mais il y a les souvenirs et les émotions. Et voilà, c'est ça. C'est comme c'est des Madeleines de Proust, en fait. On offre aux gens, quand un ballet il est fort, et que les gens, quand j'ai vu des ballets et que je suis rentré dans les histoires, et que ça m'a complètement embarqué, j'y ai pensé pendant 3-4 jours, pendant une semaine. Et quand j'y repense, certaines fois, je suis hyper ému. Et c'était un moment que j'ai vu, et puis en fait, ça s'est arrêté et c'était fini. Mais ce que je garde en moi, qui est peut-être un fantasme aussi de ce que j'ai vu, ça reste un souvenir qui est hyper fort et hyper beau, et on peut pas le revoir. Et alors pour le coup, au sein de l'opéra, on en parle de Patrick Dupont, et il y en a des plus récents, il y a les danseurs et danseuses qui restent, et ceux qui partent. Et tu évoques dans ton livre Silver Jarosson, désormais artiste peintre suite à une blessure, ou Aliénor, qui a arrêté la danse pour se reconvertir dans l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner un peu, ces personnes, ces individus qui sont passés par là et qui aujourd'hui ont des parcours différents, mais qui ont l'air d'avoir aussi une belle vie et très épanouie? Ouais, la résilience. On parle beaucoup de ça ces derniers temps, mais le fait de devoir, forcé par le destin, changer de voie. Et aujourd'hui, ça me paraît inconcevable, et c'est très dur, mais la vie ne nous laisse pas le choix certaines fois. Et je crois qu'on est beaucoup plus adaptable que ce qu'on croit, et qu'on peut survivre à beaucoup de choses. Et en même temps, tu l'as déjà un petit peu pensé l'avenir, j'ai l'impression, avec de ton côté une association, Hugo Marchand pour la danse, que tu as créée en 2021. Ouais, c'est ça. C'est 2021. Ouais, 2021. Et en 2023, tu as créé une première édition de spectacle d'exception accessible à tous. J'insiste sur ça. De quoi s'agit-il? C'est quoi les inspirations, un peu les désirs derrière cette création d'association? En fait, ce désir, il est né pendant évidemment, on a tous été hyper créatifs pendant le confinement, on a tous révolutionné nos vies, puis en fait, finalement, on n'a pas fait grand-chose, mais ça, c'est resté quand même. J'ai eu la chance de danser en Italie, dans des lieux du patrimoine italien magnifiques, notamment à Nervi, à côté de Gênes, et à Ravenna. 2 villes sublimes où on dansait en plein air, et où en fait je me suis rendu compte que de danser en plein air, on avait un public différent de celui qui venait dans les théâtres. Et je me suis dit qu'en fait ce serait génial de pouvoir faire ça en France, dans des lieux du patrimoine en France, et avec un tarif comme une place de cinéma. C'est 13 €. 13 €. En fait, j'ai créé cet événement qui s'appelle Les Étoiles au Château, avec l'association Hugo Marchand pour la danse, dans lequel on investit le temps d'un week-end un château en France, dans des régions rurales, dans des territoires ruraux, et où on va proposer un spectacle de danse en plein air devant la façade du château, avec une scène qui est montée, et on attend 1300 personnes par date. Donc cette année, on a 3 week-ends qui sont organisés, le 8 et le 9 juin au domaine de Fabrègues, en Provence, dans le département du Var. On va le 21 et 22 juillet à Chambord, au domaine de Chambord. Et puis on va le 14 et 15 septembre au château de Digoine, en Saône-et-Loire. Donc ce sont 3 départements où en fait on se retrouve vraiment dans la campagne. D'ailleurs c'est très drôle parce qu'à Digoine, en Bourgogne, clairement on est entouré de champs avec des vaches charolaises. Donc c'est génial de se dire, en fait, on arrive avec un spectacle avec que des étoiles de l'Opéra de Paris. On est 6 danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. On est avec 2 musiciennes, Ophélie Gaillard qui est violoncelliste et Elena Bonnet, pianiste à l'Opéra de Paris, avec aussi des bandes enregistrées. Et on propose en fait un petit mix de danse classique, néoclassique et contemporaine, pour un public qui ne connaît pas la danse, ou qui la connaît, mais pas dans cet état-là. Alors pourquoi ils viennent, tu crois? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ce public qui ne vient pas du coup dans les théâtres traditionnels? Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que le fait d'aller dans des châteaux, des châteaux qu'ils connaissent, en fait, souvent les gens disent ils viennent dans notre château. Ils disent c'est mon château. Leur patrimoine local, quoi. En fait, ça leur appartient. Donc c'est ça que j'ai trouvé en parlant un petit peu avec les gens, on s'est rendu compte que en fait on s'invitait chez eux. Et donc en fait c'est ça qui est marrant, c'est que je pense qu'ils sont touchés qu'on vienne à leur rencontre. Moi, ce qui me frustre un petit peu aujourd'hui, c'est que pour moi, l'Opéra de Paris devrait avoir une mission de tourner en fait en France. Dans des territoires plus isolés. Et on ne le fait pas. Alors il y a des projets en Guyane qui sont magnifiques, qui sont mis en place avec l'opéra, mais on va très rarement en fait dans les territoires français. Et je comprends pas parce qu'aujourd'hui l'Opéra de Paris, c'est financé par quoi? C'est financé par du mécénat, certes, et des mécènes très importants, mais c'est financé par l'État et donc les impôts. Donc en fait aujourd'hui l'argent du contribuable il sert à financer nos salaires et à financer les créations. Et donc ce serait logique pour moi qu'on rende en fait à tous les Français
de pouvoir donc danser pour eux dans des villes, à Limoges, à Clermont-Ferrand, à Poitiers, à Brest. Des choses qu'on a fait il y a quelques années, mais qu'on ne fait plus. Et je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, ça me paraît hyper important. Parce qu'il y a des villes où il y a d'autres, pour le coup, Bordeaux, ou Lyon, Marseille, il y a d'autres villes comme ça qui... Il y a d'autres théâtres, en fait, en France, où effectivement, il y a une vie de danse importante. Et d'ailleurs, ça ne servirait à rien que l'Opéra de Paris aille là-bas. Mais on pourrait tourner dans des endroits où il n'y a pas de danse. Vraiment, dans le nord de la France, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, je pense qu'il y aurait vraiment des choses à faire. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai fait l'association aussi. C'est que je me suis dit, autant le faire soi-même et essayer d'apporter un petit peu de danse à une population qui peut être curieuse de ça. Ce qui est chouette aussi, c'est que donc on a un spectacle le samedi soir et un dimanche. Donc pour Chambord, ce sera un dimanche lundi. Mais sur la deuxième journée, on a aussi un temps de médiation. C'est-à-dire, on va inviter une cinquantaine ou une centaine de jeunes qui peuvent être des danseurs ou simplement des jeunes curieux pour échanger sur le métier de danseur, sur le spectacle qu'ils vont voir par la suite et la démarche en fait de l'association Hugo Marchand pour la danse. Et aussi un peu ce livre, je trouve qu'il y a un écho entre ton association et ce livre. C'est un peu de démocratiser la danse. Oui, en fait, c'est essayer de faire en sorte que la danse classique ne soit pas une niche et qu'on arrive à retrouver un engouement comme quand Billy Elliot est sorti au cinéma. Parce qu'en fait, moi, la danse me sauve la vie, sans doute, me rend heureux. Et donc, je pense qu'elle peut rendre heureux beaucoup de gens. Et en plus de ça, je pense que la danse a un pouvoir... libérateur et aussi pour soigner. On se soigne beaucoup en dansant. Ohad Naharin, thérapeutique. Ohad Naharin, qui est un chorégraphe israélien, lui a créé une technique qui s'appelle la technique Gaga, qui à la base est une technique pour se soigner, une technique pour faire du bien à son corps et à sa tête. Donc en fait, la danse aujourd'hui, elle est hyper utile. Et ce que je trouve en plus bizarre, parce que évidemment, en tant qu'adolescent, on a traversé les PD, tapettes, dans la cour de récré, etc. Ça a été un quotidien. C'est que tout le monde danse. En fait, un garçon qui danse, c'est pas un problème. Il y a aussi ça qui est important pour moi. C'est montrer que en fait, des hommes dansent et que c'est bien et que c'est super. Et qu'en fait, tout le monde va en boîte pour danser. Alors pourquoi est-ce que la danse classique, c'est si particulier? Oui, il y avait les balles, il y a les boîtes maintenant. En fait, voilà, c'est ça. En fait, on danse tous, en fait. Et je pense que les hommes préhistoriques, une fois qu'ils ont réussi à trouver à manger, à faire du feu, à trouver un endroit pour dormir et à se reproduire, ils ont dansé, ils ont fait de la musique, en fait. Donc, je veux dire, c'est un truc qui est instinctif, c'est dans notre ventre depuis des millénaires. Ouais. C'est primaire. Donc, en fait, pourquoi juger encore la danse, qu'elle soit classique ou qu'elle soit du hip-hop, en fait? Clairement, en fait, on utilise le corps pour exprimer des émotions. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Et donc, c'est aussi ce message-là que j'ai envie de transmettre. Moi, j'ai encore des messages sur les réseaux de jeunes garçons ou de parents de jeunes garçons qui sont inquiets parce que leur enfant se fait insulter dans la cour de récré. Et je trouve ça dingue, en fait, qu'on en soit encore là. Bien sûr, ouais, c'est pour ça que c'est essentiel de faire ce bouquin et aussi de partager un peu dans ces territoires plus isolés ces spectacles. Ouais. Donc ça fait plaisir. Et écoute, on va terminer sur ça, sur ce bel événement. Super. Et je te remercie infiniment, Hugo, d'être venu dans le Graines de Métamorphose. Merci beaucoup. Et pour ton parcours et aussi ta passion. Et je rappelle à tout le monde que ton livre Danser est disponible aux éditions Artaud. Et du coup, on peut te retrouver cet été pour des soirées exceptionnelles de ballet accompagnées d'étoiles et de solistes de l'Opéra de Paris. Plus d'infos pour tout le monde sur hugomarchandpourladance.org. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.